chose, hein. Par exemple l'affaire Lysenko est probablement en partie due à un rapprochement trop important des deux sphères, mais enfin grosso modo, cette distance qu'il y a aujourd'hui, parce que si je crois que le précautionnisme il est transpolitique, c'est-à-dire qu'on le trouve aussi bien à droite qu'à gauche, on en trouve quand même un pôle, un gros noyau assez fort à gauche et à l'extrême gauche notamment. Surtout quand ce précautionnisme il s'adosse à une forme de conspirationnisme, hein, parce qu'il prend prétexte, c'est pas toujours le cas, mais il peut prendre prétexte d'une alliance imaginaire entre le monde industriel et le monde scientifique qui marcherait main dans la main pour comploter en quelque sorte contre la santé mondiale. Il y a des récits de ce genre, souvenez-vous, pour prendre les plus délirants, hein, qui ne sont pas forcément représentatifs du précautionnisme banal, je dirais, celui qu'on rencontre tous les jours, mais souvenez-vous ce qui s'est dit, par exemple, à propos du vaccin contre la grippe H1N1. Hein, il y a eu là, vraiment, même sur Internet, des récits conspirationnistes qui étaient tout à fait stupéfiants. Tout cela, évidemment, est vrai. Je dirais peut-être un mot en conclusion du rôle des médias, qui est aussi important. Il y a une révolution de l'offre, ce qu'on appelle sur le marché cognitif, il y a une révolution de l'offre, par Internet notamment, qui pèse d'une certaine façon techniquement, pour des raisons dont on pourra parler en conclusion, qui pèse techniquement sur la force de ce précautionnisme. Il y a le fait que les médias dans un monde démocratique, et on ne peut que s'en réjouir, sont en forte concurrence, évidemment, personne ne souhaiterait qu'il y ait un monopole de l'information, mais cette forte concurrence, elle diminue mécaniquement le temps de vérification de l'information, la tendance à publier des choses spectaculaires, et tout cela, évidemment, c'est pas besoin de l'expliquer, est assez favorable aussi au précautionnisme. Et puis ensuite, il y a le rôle des politiques, qu'on évoquera aussi brièvement à la fin, mais c'est pas de ça dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. J'ai choisi surtout de souligner un point qui me semble mal connu, parce que tout ce que je viens de dire là, je crois, est assez bien connu, a été beaucoup commenté déjà, de façon juste, je trouve. Un point qui est mal connu et qui, je crois, est le socle du succès du précautionnisme, c'est la façon même dont fonctionne notre esprit. Le produit précautionnisme, si je puis dire, est un produit qui est facilement achetable par notre esprit, et nous le savons dans un certain nombre de domaines, notamment en psychologie cognitive, mais sauf que les résultats de la psychologie cognitive n'avaient pas été utilisés jusqu'à là pour éclairer le succès du précautionnisme, et ce que je vais essayer de faire assez brièvement, je ne pourrais pas être exhaustif, bien entendu. Mais prenons les termes du problème, je l'ai proposé de façon un peu didactique comme ça pour approcher la question, dire voilà, quand il y a une innovation technologique, il y a le coût d'innovation, il y a les probabilités qui sont adossées à ces coûts. Et vous aurez remarqué qu'on parle beaucoup de ces coûts dans les débats. Prenez par exemple les OGM. Généralement, il y a deux grands thèmes qui émergent sur les OGM. On ne parle finalement que de quoi dans les médias. On discute de la question de savoir s'il y a innocuité pour la santé humaine ou pas, ce qui préoccupe le grand public, et s'il y a danger de diffusion dans la nature et donc de déséquilibre, des grands équilibres naturels, etc. C'est un peu les grands thèmes. D'ailleurs, on ne parle quasiment que de ça. Si vous faites une analyse de contenu dans les débats sur les débats publics, etc., j'y reviendrai, mais vous remarquerez qu'on ne parle quasiment jamais des bénéfices que pourraient avoir les OGM pour les populations. C'est tout à fait, si vous faites une analyse presque quantitative des arguments qui sont développés, vous verrez qu'en fait, l'immense majorité des arguments se centrent sur la question des coûts. De ce point de vue, on dirait que les précautionnistes gagnent toujours. Parce qu'à partir du moment où c'est eux qui ont l'agenda du débat et qui sont capables de forcer en quelque sorte les thèmes, alors vous allez vous perdre, si vous voulez défendre entre guillemets telle ou telle innovation technologique, vous allez être contraint, vous allez tomber dans le piège de discuter de la question des probabilités du risque. Vous allez dire, grosso modo, mais non, il n'y a pas de risque. Et on va vous dire, mais si, il y a un risque. Et vous êtes obligé de dire, si vous êtes des scientifiques raisonnables, dans l'état actuel des connaissances, nous n'avons pas... Alors, le précautionniste va vous répondre, dans l'état actuel des connaissances, vous voulez donc dire qu'il y a une incertitude. Vous allez répondre, sauf si l'honnêteté de l'homme de science, vous allez sans doute répondre, bah, oui, par définition, il y a une incertitude, mais vous n'aurez même pas le temps de finir, puisqu'il vous aura dit, alors, moratoire. Alors, il faut appliquer le principe de précaution. Et alors, évidemment, c'est imparable, on l'a vu 1000 fois, là, je concentre le débat, ça dure un peu plus longtemps, ça peut durer des jours, des semaines, enfin, grosso modo, ça aboutit tout de même souvent à cela. Et il y a quelque chose aussi, c'est que
Alors évidemment, on ne chiffre pas généralement les probabilités de risque, mais la plupart, y compris les opposants, s'accordent pour dire que les risques sont faibles. Ils ne contestent pas souvent la faiblesse des risques. Ils ne disent pas c'est sûr, ils disent oui, on n'en sait rien. C'est parce qu'on n'en sait rien, justement. C'est ce qu'ils mettent sous le terme d'incertitude, qui selon eux serait comme une obligation d'appliquer le principe de précaution, en tout cas un moratoire, de suspendre l'application de cette technologie, la diffusion de cette technologie. Mais ils admettent donc implicitement que les risques sont faibles. Tout le monde se met d'accord sur ce point du débat. Or, il y a un premier point qui est important, surtout, il est très important parce que de plus en plus, vous avez remarqué, on demande, j'y reviendrai, mais on demande à créer des comités mixtes, où il y aurait des experts et des gens du grand public, des gens des associations, etc. Il y a une forme, c'est une autre forme, je trouve, d'ailleurs, d'idéologie que j'appellerais volontiers le démocratisme, c'est-à-dire qu'on croit que décider ensemble c'est toujours mieux, et c'est pas toujours le cas. Quelquefois c'est mieux, justement, je disais que j'étais en train de lire un livre assez intéressant qui s'appelle La sagesse des foules. Il y a un certain nombre de cas où la délibération collective semble être en effet optimale, plutôt qu'une décision en groupe restreint, mais dans d'autres cas c'est pas du tout. Et justement, ce que je voudrais pointer du doigt, ce sont les cas où on prend un grand risque à élargir, même si c'est un peu politiquement incorrect ce que je vais dire, mais tant pis, j'assume, on prend un grand risque du point de vue de l'intérêt général à élargir tous les débats à l'opinion publique. Voilà. Il faut choisir entre opinion publique et intérêt général dans un certain nombre de cas. J'ai la faiblesse de croire que c'est la grandeur du politique que d'être capable de le faire. Alors, sauf que, alors justement, quand on veut élargir le débat à l'opinion publique, on doit bien se rendre compte que on sait depuis un certain temps que l'esprit humain normalement constitué, l'homme ordinaire, c'est-à-dire, disons, vous et moi, enfin non, ici il y a des gens qui sans doute résistent mieux que moi à tous les biais cognitifs dont je vais vous parler, parce qu'ils ont l'habitude, plus que moi, de manipuler des chiffres, des statistiques, des probabilités. Bon, je le fais un peu. En tout cas, donc les hommes ordinaires, on le sait depuis un certain temps, ont tendance à avoir un rapport pas tout à fait objectivement rationnel aux probabilités, surtout quand elles sont toutes petites, ou au contraire quand elles sont très importantes. Quand elles sont, disons, moyennes, on va dire, quand il y a à peu près 50% de chances que quelque chose se produise, on a une très bonne compétence d'évaluation probabiliste. Et heureusement, parce que je crois que sinon la société humaine, elle aurait disparu. Il y a beaucoup de nos actions qui sont des anticipations d'actions d'autrui. On est sans cesse intuitivement en train de manier, si ce n'est des probabilités, en tout cas des espaces de possibles, des univers possibles qui sont en concurrence. On fait des choix, on décide, voilà. Et ces interactions hyper complexes ont fait que, je ne sais pas pourquoi, probablement de façon évolutive, nous avons été dotés d'une capacité à évaluer assez justement des probabilités. Mais justement, nos capacités dérapent lorsque nous sommes confrontés à des très faibles probabilités ou des très fortes probabilités. La première fois qu'on l'a remarqué, c'était dans les années, à la fin des années 40, c'est quelqu'un qui s'appelle, enfin deux chercheurs, qui s'appellent Prest et Baratta, et un autre qui s'appelle Griffith, qui a travaillé sur les courses de chevaux et les parieurs. Il s'est aperçu en fait que les parieurs tombaient la plupart du temps juste quand les probabilités étaient, disons, normales, en fait, quand les chevaux avaient des chances. Mais quand ils avaient de toutes petites chances, selon ces paris, de gagner, ou au contraire de très fortes chances, il y avait des distorsions qui se faisaient. Et les paris ne correspondaient pas à la réalité. Alors évidemment, on a gratté un peu cela, et on a gratté cela pendant pas mal d'années. On est arrivé à des évaluations assez, je crois, assez convaincantes, parce que fondées sur des centaines d'expérimentations, de la représentation ordinaire des individus et des probabilités. Et on a découvert, je vais très vite là-dessus, que lorsque les probabilités étaient très faibles, et ce sont celles justement qui sont impliquées intuitivement dans les problèmes de précautionnistes, quand ces probabilités sont très faibles, l'esprit ordinaire peut les multiplier jusqu'à 10 ou 15. Intuitivement, il va percevoir une probabilité, je ne sais pas, par exemple de 0,0001, en la multipliant par 10 ou 15. Voilà. C'est pas grand-chose, et évidemment dans le débat public, c'est pas numérisé de cette façon-là, mais on peut soupçonner que quand dans le débat public, un débat avec des enjeux idéologiques forts s'assoit sur une question de probabilité faible, il va y avoir une ressource dans l'esprit qui va avoir tendance à surestimer ces probabilités, et c'est un fait qui, à mon avis, ne peut pas être négligé. Pire encore, quand ce qui est demandé, c'est le risque zéro. Le risque zéro est un univers mental désirable pour chacun d'entre nous. Pour vous le faire toucher du doigt, je vais citer les travaux d'un collègue qui s'appelle Massimo Piatelli Palmarini,
et qui a fait une expérimentation qui est assez classique, mais qui est intéressante. La voici. Vous êtes exposé à une maladie rare et fatale. Bon, ça commence mal. Mais la probabilité de chance que vous ayez contracté cette maladie, elle est de 1 pour 1000. Vous ne savez pas si vous l'avez contracté ou pas. Vous avez quand même une chance sur 1000 de l'avoir contracté. Si vous l'avez contracté, c'est fini. Bon, voilà une situation de risque fort, avec une charge anxiogène importante. Et il existe un vaccin qui est capable de diminuer de 1 pour 1000 cette probabilité. Donc il vous ramène de 1 pour 1000 à 0 pour 1000. La question qu'il pose, Massimo Balmarini, à des sujets volontaires, c'est quel prix vous seriez prêt à mettre pour acheter ce vaccin? Alors il donne un prix, c'est pas important le prix, c'est vraiment, vous voyez bien, c'est une situation irréaliste, c'est un peu fictif. Ce qui est plus important, c'est qu'on confronte un autre groupe à une deuxième situation. Vous avez été confronté à une maladie rare et mortelle. Vous avez 4 chances sur 1000 de l'avoir contractée. Mais il existe un vaccin qui fait diminuer d'1 pour 1000, pareil que dans le premier cas, la probabilité de chance d'avoir contracté, enfin disons le fait de guérir. Donc vous passez de 4 pour 1000 à 3 pour 1000 cette fois. Combien seriez-vous prêt à payer ce vaccin? Ça ne vous étonnera pas beaucoup, mais dans le premier cas, la moyenne est de 12 177 euros. Les gens déclarent qu'ils sont prêts à mettre 12 177 euros. C'est fictif, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer évidemment au deuxième chiffre, qui est de 3 805 euros. Donc, ils sont prêts à mettre 4 fois moins pour une diminution, disons, non pas relative, mais absolue, égale, hein, de 1 pour 1000. Mais vous comprenez bien que dans le premier cas, il y a le risque 0 qui est à l'horizon. Donc vous voyez comment l'esprit humain tord un certain nombre d'éléments de la problématique du précautionnisme. C'est pourquoi tous ceux qui doivent faire de la communication scientifique sont très démunis face à une opinion publique qui justement qui a comme horizon, le risque 0. La tentation est grande de mentir à ce moment-là et de confirmer que le risque est égal à 0, même quand vous soupçonnez que le risque 0 n'existe pas. Hein, c'est un dilemme de communication scientifique, je ne prétends pas le trancher, mais il est évident qu'il y a cette tension déontologique-là dans la communication. Évidemment, tout ça ne pourrait être qu'anecdotique, des résultats de laboratoire certes intéressants, si ces dispositions mentales, cette appétence pour l'éradication du risque demeurait privée. Mais vous l'avez bien compris, la diffusion de l'idéologie de précaution, notamment lorsqu'elle devient une norme juridique, et un tuteur pour la décision politique confère un caractère public à ces décisions qui auparavant étaient privées. Parce que ces dispositions à surestimer les faibles probabilités, on suppose qu'elles ont toujours existé. En tout cas, il n'y a pas de notre éducation ou quelque chose de ce genre. D'abord parce que ces tests ont été mesurés dans des cultures bien différentes. Ils ont toujours existé, mais alors pourquoi ça ne s'est pas révélé? Précisément parce qu'il faut un certain nombre de conditions socio-historiques pour que cette disposition privée, intime, devienne publique. Et vous comprenez donc le risque qu'il y a à exciter, en quelque sorte, le fait de rendre ces dispositions privées, intimes, qu'elles deviennent publiques dans des espaces de délibération publique. Car qu'est-ce qui va se produire si vous avez 10 personnes qui pensent intuitivement la même chose? Elles vont se fonder sur leur propre intuition, elles vont voir que les autres partagent leur intuition, elles vont ressortir du groupe encore plus radicalisées. Elles auront le sentiment que parce que les autres personnes qui sont comme elles partagent ce sentiment intuitif du risque, alors il s'agit de l'expression de la sagesse. Avec cet argument que tous ne peuvent pas être unanimes dans